Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Harry Chalus pour le groupe RDP. Pour 10 minutes. Merci, Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui dans la phase finale, du moins sur le plan administratif et juridique, de la refondation du paysage universitaire des Antilles de la Guyane française. Le paysage universitaire de notre département français d'Amérique a changé. Pour répondre à une revendication guyanaise, le gouvernement s'est engagé en 2013 à créer une université de plein exercice en Guyane en détachant le pôle universitaire guyanais jusqu'alors partie intégrante de l'Université des Antilles et de la Guyane. Télescopage heureux planifié de calendrier, suite à l'adoption en juillet 2013 de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dite loi ESR. Le gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de cette loi, des mesures législatives modifiant les dispositions applicables à l'Université des Antilles de la Guyane pour, entre autres, y adapter le titre 5 de la loi dite ESR. L'ordonnance susmentionnée fut présentée en juillet 2014 et le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 3 décembre 2014. À l'instar du sénateur Jacques Cospérin, rapporteur de ce texte au nom de la Commission culture, éducation, communication au Sénat, je voudrais souligner que le texte déposé au Sénat ne tirait aucune conséquence du démantèlement de l'UAG décidé en 2013. Le gouvernement ne pouvait modifier le Code de l'éducation pour modifier le périmètre de l'actuel UAG et lui substituer une université des Antilles. Le champ de l'habilitation prévu par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013 se limitant à une adaptation des parties de ces dispositions de l'UAG, alors même que la composante guyanaise de l'UAG devenait une université de plein exercice par le décret 2014-851 du 30 juillet 2014. Cela aurait pu et dû être anticipé, ou alors cette séquence de décisions prises par le gouvernement et que je qualifierais pour le moins de malheureuse aurait dû être expliquée aux universitaires ou plus encore aux étudiants qui, pour la plupart, restent encore sous le choc de la séparation, tous subissant une instance parasitage de l'affaire Jérémia. Bien des malentendus actuels à venir auraient pu être évités. Ce n'est donc qu'à l'issue des travaux de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, au cours de sa réunion du 14 janvier 2015, que le texte en discussion a pris sa forme actuelle. Ce texte inspirant des principales propositions avancées par le groupe de travail mis en place par cette même commission et dont le rapport d'information est sorti il y a 1 an, fin janvier 2014, vise à acter juridiquement la transformation de l'Université des Antilles et de la Guyane UAG en Université des Antilles. Finalement, le débat parlementaire sur le sort de l'Université des Antilles n'a été possible que depuis 1 mois. Toutefois, le rythme exceptionnel, bref, des travaux parlementaires ne peut être imputé uniquement à l'urgence ou à la fragilité de la situation de l'UAG. Tous s'accordent sur le fait que notre université a été pendant de longues années le théâtre de crises récurrentes dont l'origine est plus ou moins connue. Évidemment, l'UAG privé, il faut le redire, assez brutalement de sa composante guyanaise, ne pouvait espérer une amélioration sur une refondation importante de son organisation. Cependant, il m'apparaît que l'urgence imposée pour nos travaux provient bien plus du calendrier, à mon sens exagérément précipité, de la création de l'Université de la Guyane et de conséquences essentielles juridiques et administratives sur ce qui reste de l'UAG suite à cette décision. Sans jamais remettre en question la légitimité de la création de l'Université de la Guyane, j'ai eu l'occasion déjà à 3 reprises au moins d'attirer l'attention du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité d'accorder le temps nécessaire à la concertation, notamment pour la communauté universitaire antillaise, s'empare du projet de l'Université des Antilles. Dans une question écrite publiée au journal officiel du 12 novembre 2013, je relayais les inquiétudes sur l'avenir des implantations de l'université en Guadeloupe et à la Martinique. Je faisais déjà remarquer que les évolutions entrevues menées à marche forcée ne suscitaient que peu d'adhésion des acteurs de nos territoires, et ce, quelles que soient les options d'organisation institutionnelle proposées. Dans une autre question écrite publiée le 22 avril 2014, je réitérais mes craintes de voir assujettir à l'avenir de l'unique établissement d'enseignement supérieur de la recherche de la Guadeloupe et de la Martinique au calendrier prévu pour le décret de création d'une université de plein exercice en Guyane.
Dans une question posée au gouvernement le 8 mai 2014, je réclamais l'organisation d'une consultation des forces vives antillaises de l'enseignement supérieur. Les réponses d'alors se voulaient partiellement rassurantes. Promesse était faite de soumettre à la consultation les décrets créant les deux universités. Cette consultation ne fut que très partielle et restreinte à peu d'acteurs universitaires. Il faut dire aussi que l'implémentation de ce projet de refondation s'est montrée bien plus délicate que prévu. Pour l'essentiel, le texte vise qu'à traiter les conséquences juridiques et administratives sur l'UAG, restreinte au pôle universitaire de Guadeloupe et de Martinique, de l'engagement de l'État à doter la Guyane d'une université de plein exercice. Aussi, il propose de rapprocher la composition du conseil d'administration de l'Université des Antilles, dorénavant constitué de 2 pôles installés à la Guadeloupe et à la Martinique, du droit commun des universités, tout en assurant la présence d'au moins un représentant des autres organismes de recherche présents sur chacune des 2 régions. De clarifier les éléments constitutifs des pôles universitaires régionaux afin de distinguer les services qui leur sont propres des services communs et de l'administration générale de l'université. Ces derniers points constituent à mes yeux une réelle avancée. Cela répond à la nécessité d'acter l'autonomie des pôles universitaires sur les 2 régions. Dans le même esprit, je soutiens et voterai l'amendement présenté par le gouvernement qui intègre le patrimoine mobilier et immobilier de chacun des pôles dans les éléments à prendre en compte par le CA de l'Université des Antilles pour la répartition des moyens. En passant, je salue l'effort de la région Guadeloupe qui a investi plus de 100 millions d'euros dans l'intérêt de nos jeunes étudiants. Le texte propose encore de préserver la transversalité de la recherche au sein de l'université. Enfin, dans une tentative d'apporter une solution aux divergences identitaires qui menaceraient l'Université des Antilles, le texte propose d'organiser la continuité et la stabilité de la gouvernance en confiant la responsabilité de la rédaction des statuts du nouvel établissement, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2014, aux membres du conseil d'administration de l'UAG, au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et de garantir la cohérence stratégique et l'unité de l'établissement pour la mise en place d'un ticket de 3 candidats à la présidence et aux vice-présidences de pôle afin que le pôle universitaire régionaux exerce pleinement leur autonomie dans le respect du projet global de l'université. Sur ces derniers points, je ne suis pas certain que l'élection commune d'un trio composé du président de l'Université des Antilles et de 2 vice-présidents de pôle par le conseil d'administration garantira l'entente cordiale visée. Cela risque bien au contraire de miner la légitimité des vice-présidents sur chacun des 2 pôles. C'est pour cette raison que je soutiens et je voterai l'amendement présenté par le gouvernement conformément aux principes actés par les présidents des 2 régions et du Conseil général où est implantée l'Université des Antilles. Cet amendement supprime l'élection de ticket pour rétablir l'élection de vice-président de pôle par les élus de chaque pôle et du président par le conseil d'administration de l'établissement. Je pense que je ne suis pas le seul ici à voir que le démantèlement de l'UAG, quelles que soient les raisons, marque un échec patent. Et cela sans pour autant consulter les parlementaires des 3 départements. D'autant que dans les régions continentales de la France, le processus inverse consistant au regroupement d'universités autour de grandes universités à rayonnement international est d'ores et déjà en phase d'achèvement. Comment, dans ces conditions, s'assurer de pouvoir donner corps à une véritable égalité de chances dont profiteraient les jeunes de la Guadeloupe et de la Martinique ou de la Guyane? L'Université des Antilles de la Guyane UAG se devait d'assurer, comme tout établissement de recherche et d'enseignement supérieur, des missions d'intérêt général qui ne pouvaient cependant être véritablement appréciées qu'à travers son originalité profonde. Anticipant le vote de ce texte, il est sollicité encore hier l'engagement du gouvernement à favoriser, à l'aide de dispositions spécifiques, la coopération entre l'Université des Antilles et l'Université de la Guyane. Il ne tiendra qu'à nous, représentants de nos régions, aux côtés du monde universitaire, et nous le souhaitons avec l'aide de l'État, de faire en sorte que cette refondation universitaire soit au final l'occasion de bâtir une réelle offre d'avenir pour notre jeunesse et de renforcer les moyens d'expertise de nos laboratoires. Vous l'aurez compris, chers collègues, je plaide pour un fonctionnement équitable de cette nouvelle université de la Guadeloupe et de la Martinique, mais surtout une excellente collaboration et de fraternité entre nos 2 îles dans l'intérêt supérieur de nos jeunes. Je vous remercie. Merci, M. Chalus.